Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vivait à l'intérieur de votre poitrine sans y avoir été invité? Pas une présence douce, non. Une présence qui serre, qui tire, qui réveille à 3 heures du matin avec une pensée que vous n'avez pas choisie. Et voici la question qui fait vraiment mal. Si cet être, cette relation, cette dépendance disparaissait demain, sauriez-vous encore qui vous êtes? Il observe cela depuis des années, dans le silence feutré des consultations, dans les mots hésitants de ceux qui entrent avec des mains crispées et une fatigue derrière les yeux que le sommeil ne guérit plus. Il y a quelque chose dans cette douleur-là, une douleur que l'on ne sait pas nommer, qui n'est pas tout à fait du chagrin, pas tout à fait de la colère, et pourtant qui contient les deux. C'est une douleur qui vient du fait de tenir trop fort, de tenir ce qui ne peut pas, ce qui ne veut pas, ce qui ne devrait peut-être pas rester entre vos mains. Il nomme cela l'attachement qui épuise. Et il y a un mot pour ce que l'on ressent quand on commence à s'en libérer. Un mot précis, clinique et en même temps presque poétique. Mais ce mot, il vous le donnera plus tard. Pour l'instant, restez avec lui. Bruno, imaginez une femme. Elle a 43 ans, elle travaille, elle aime, elle donne. Elle donne le matin quand elle prépare le déjeuner pour tout le monde avant même d'avoir bu son café. Elle donne le soir quand elle écoute les soucis des autres alors que ses propres pensées cognent contre la paroi intérieure de son front. Juste là, derrière les yeux, là où la journée s'accumule comme une dette. Elle donne le week-end, elle donne dans les silences, elle donne dans les disputes, elle donne même quand on ne lui demande rien parce qu'elle a appris très tôt que donner était la seule façon de mériter sa place. Et puis un jour, son corps dit non. Pas avec des mots, avec une fatigue, avec une tension 3 doigts sous le sternum, cette zone que l'on touche instinctivement quand on est anxieux, comme si le corps voulait vérifier que le cœur est encore là, avec un larme qui vient sans raison, apparente un mardi matin dans les embouteillages, avec une pensée qui revient « je n'en peux plus et pourtant je ne sais pas faire autrement ». Ce portrait, il ne l'a pas inventé, il l'a vu, pas une fois, pas 10 fois, des dizaines et des dizaines de fois, sous des visages différents, des situations différentes. Parfois, c'est un homme de 50 ans qui ne sait pas comment sortir de la relation toxique qu'il entretient avec l'approbation de son supérieur hiérarchique. Parfois, c'est une personne de 40 ans qui se réveille en réalisant qu'elle a construit toute sa vie autour des besoins de quelqu'un qui ne semble jamais satisfait. Ce sont des patterns, des configurations répétées. Et ce qui les unit, c'est cette croyance profonde, presque sacrée pour ceux qui la portent, si je lâche, tout s'effondre. Puis, si quelque chose dans ces mots vous touche, si quelque chose résonne dans votre cage thoracique, comme une note qu'on aurait jouée sur la corde la plus tendue, alors ce qui suit est pour vous. Et si vous trouvez que ces réflexions vous aident, si elles vous donnent un espace pour respirer un peu plus librement, prenez un moment pour rejoindre cette communauté. Il y a des milliers de personnes qui cherchent exactement ce que vous cherchez. Apprendre à vivre avec plus de légèreté, avec plus de présence, avec moins de cette douleur inutile que l'on inflige à soi-même sans s'en rendre compte. Abonnez-vous, laissez un commentaire, dites-lui où vous en êtes. Parce que ce chemin, on ne devrait pas le faire seul. Mira, voici ce qu'il faut comprendre maintenant. Et il vous demande de l'écouter avec une vraie attention. Pas cette attention de surface que l'on donne en faisant autre chose. Une attention qui descend dans le corps, parce que ce qu'il va dire maintenant n'est pas confortable. C'est nécessaire, mais ce n'est pas confortable. Quand un être humain reste trop longtemps dans un état de réactivité émotionnelle constante, quand il répond aux stimuli émotionnels des autres, comme un violon dont toutes les cordes seraient accordées au maximum de la tension, quelque chose se passe dans le cerveau. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la neurobiologie. L'amygdale, ce petit noyau en forme d'amande qui gère vos réponses à la menace, devient hyperactivée. Elle commence à voir du danger là où il n'y en a pas. Elle commence à interpréter un ton de voix légèrement froid comme une catastrophe imminente. Un message sans réponse comme un rejet définitif. Un moment de silence comme la preuve que vous n'êtes pas aimé. Meusig, ce n'est pas une faiblesse de caractère. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un cerveau qui a été conditionné par des années de vigilance émotionnelle excessive à fonctionner en état d'alerte permanent. Et un cerveau en état d'alerte permanent ne peut pas penser clairement.
Il ne peut pas aimer librement, il ne peut pas être présent, il est occupé à survivre. Et voilà le paradoxe, le premier grand paradoxe que les patients qui viennent le voir portent souvent sans le voir. Ceux qui s'attachent le plus, qui donnent le plus, qui s'impliquent le plus émotionnellement dans leurs relations, sont souvent ceux qui vivent le moins pleinement dans ces relations. Parce qu'ils ne sont pas présents. Ils sont dans leur tête, ils calculent, ils anticipent, ils redoutent, ils espèrent, ils interprètent. Et pendant ce temps-là, la vraie vie, la vraie rencontre, le vrai moment, passe devant eux comme une rivière devant quelqu'un qui regarde ses propres mains. Figeac bien, il ne s'agit pas de se demander si vous aimez trop. Cette question n'a pas de sens. L'amour ne peut pas être trop grand. Mais l'attachement anxieux, la dépendance émotionnelle, la fusion avec l'autre au point de perdre ses propres contours, ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur habillée en amour, et la peur, elle, peut être dévastatrice. Et pourtant, et voilà le deuxième paradoxe, c'est précisément parce que cette peur ressemble à de l'amour qu'elle est si difficile à voir. Parce qu'elle a la chaleur de l'amour, l'intensité de l'amour, parfois même la beauté douloureuse de l'amour. Mais elle a aussi la morsure de l'anxiété, la contraction dans le bas de la gorge, quand l'autre ne répond pas comme prévu. Cette tension qui remonte des épaules jusqu'à la nuque et qui installe ses quartiers là comme si elle avait toujours eu le droit d'y être. Alors maintenant, il vous demande d'imaginer, vraiment imaginer, ce qui se passe autour de vous quand vous êtes dans cet état. Pas ce qui se passe en vous, ce qui se passe autour de vous. Imaginez vos enfants, imaginez-les vous observer. Les enfants observent tout, avec une précision que les adultes ont oubliée. Ils voient votre mâchoire qui se serre quand votre téléphone sonne. Ils sentent la variation de la température émotionnelle de la pièce quand vous entrez. Ils apprennent, à travers vous, ce que signifie être un adulte dans le monde. Et si ce qu'ils apprennent, c'est que les émotions sont des tsunamis incontrôlables, que l'amour est synonyme d'anxiété, que la paix intérieure est quelque chose que les adultes semblent avoir perdu depuis longtemps, alors ils intègrent cette leçon profondément. Dans leurs cellules, presque, et ils la porteront. Ce n'est pas une accusation. Ils n'accusent personne ici. Il n'a jamais trouvé utile d'accuser les gens de leur douleur, mais il trouve utile de nommer les conséquences. Parce que parfois, c'est en voyant l'impact sur ceux que l'on aime que l'on trouve la force de changer ce que l'on n'avait pas réussi à changer pour soi-même. Et pour le partenaire, pour celui ou celle qui vit à côté de quelqu'un en état de réactivité émotionnelle chronique, c'est une forme d'épuisement particulier. C'est marcher sur des œufs en permanence. C'est moduler ses propres émotions pour ne pas déclencher une réaction. C'est finir par se retirer, non pas par manque d'amour, mais par instinct de survie. Et ce retrait est interprété comme une nouvelle preuve d'abandon, ce qui renforce l'anxiété, ce qui renforce l'attachement, ce qui renforce le cycle. Un cycle qui tourne, qui s'alimente lui-même comme un feu qui aurait trouvé son propre combustible. Tien Santido, il espère que oui. Parce que ce qu'il vient de décrire, ce n'est pas un cas extrême, ce n'est pas une pathologie rare, c'est la vie de millions de personnes parfaitement fonctionnelles en apparence, qui souffrent en silence d'une forme d'attachement qui les consume de l'intérieur. Bruno, et maintenant, il faut aller plus loin. Parce que là, vous vous dites peut-être, oui, je me reconnais dans tout ça, mais qu'est-ce que je fais? Comment est-ce qu'on sort de là? Est-ce que c'est vraiment possible de changer quelque chose qui semble aussi enraciné, aussi ancien, aussi constitutif de qui l'on est? Et lui vous dit oui, pas facilement, pas instantanément, mais réellement, profondément, durablement, oui, il l'a vu. Il continue de le voir. Des personnes qui arrivent avec ce nœud dans la poitrine, cette sensation de ne jamais être en sécurité dans leurs propres émotions, et qui repartent des mois ou des années plus tard avec quelque chose de différent. Dans leur regard, pas une absence d'émotion, l'opposé en fait, une présence plus vraie à leurs émotions, parce qu'elles ne les craignent plus de la même façon. Mais avant d'arriver aux outils, il faut encore rester un peu dans le diagnostic, parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas et qui change tout quand on le comprend vraiment. Voici quelque chose de contre-intuitif, quelque chose qui peut même sembler absurde au premier abord. Le fait de s'accrocher émotionnellement à quelqu'un ou à quelque chose n'apporte pas plus de sécurité.
Il apporte moins de sécurité. L'attachement anxieux ne protège pas la relation, il la fragilise. La peur de perdre quelqu'un ne le retient pas plus près, elle le pousse souvent plus loin. Et pourtant, et voilà le troisième paradoxe, l'instinct de s'accrocher est absolument logique du point de vue du système nerveux. Parce que le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, celui qui gouverne la peur et l'attachement, ne fait pas de distinction entre une menace réelle et une menace perçue. Quand il sent que quelque chose d'important pourrait lui être retiré, il active les mêmes mécanismes de survie que si une menace physique était imminente. La logique est simple, brutale et souvent fausse. Tiens fort, ou tu mourras. Meusig? Ce système était utile il y a 100 000 ans, il l'est beaucoup moins dans une relation moderne, mais il continue de fonctionner selon les mêmes paramètres antiques. Et c'est pour cela que l'on peut savoir intellectuellement qu'il faut lâcher prise et être incapable de le faire. Parce que la partie du cerveau qui gère l'attachement ne reçoit pas les emails de la partie qui a lu des livres de développement personnel. Mira, et si l'on n'apprend pas à travailler avec ce système nerveux, à lui offrir ce dont il a réellement besoin pour se sentir en sécurité, plutôt que de simplement lui ordonner de se calmer. Alors quelque chose de plus grave se met en place. Quelque chose que lui voit comme la vraie tragédie de l'attachement non résolu. On commence à vivre une vie qui n'est pas la sienne, pas par manque de courage, pas par manque d'intelligence, mais parce que l'on est devenu si occupé à gérer les états émotionnels des autres, à anticiper leurs réactions, à se conformer à leurs besoins pour éviter le conflit ou l'abandon, que l'on a progressivement perdu le fil de ses propres désirs, de ses propres valeurs, de sa propre voix intérieure. Il a vu des gens de 50 ans qui ne savaient plus ce qu'ils aimaient vraiment. Parce qu'il sait qu'il plaisait à leur famille, parce qu'il correspondait à l'image qu'ils projetaient. Ce qu'ils aimaient, eux, dans le silence de leur propre intériorité. Cette question les paralysait, et c'est une des choses les plus tristes qu'il ait pu observer. Non pas parce que c'est un échec, mais parce que c'est une perte. Une perte progressive, silencieuse, quotidienne, qui s'est produite si lentement que l'on ne l'a pas vue venir. Et puis il y a l'épuisement. L'épuisement qui ne part pas avec les vacances. Celui que l'on ramène dans ses bagages. Parce qu'il ne vient pas du travail, il ne vient pas des circonstances extérieures. Il vient de l'intérieur. Il vient de ce flux constant de pensées inquiètes, de ce monitoring permanent de l'état émotionnel de l'autre, de cette vigilance qui ne s'éteint jamais vraiment, même la nuit, même dans le sommeil ou les rêves. Continue de rejouer les mêmes scénarios d'anxiété. Et cet épuisement-là, cette fatigue de l'âme, comme il l'appelle parfois, a des conséquences physiologiques. Le cortisol, l'hormone du stress, reste chroniquement élevé. Le système immunitaire s'affaiblit. La qualité du sommeil se détériore. La capacité à éprouver de la joie, cette joie simple et légère que les enfants connaissent naturellement, s'émousse. Tout devient lourd, tout demande un effort. Et l'on commence à se demander si c'est ainsi que la vie est censée être. Non, ce n'est pas ainsi que la vie est censée être. Love, et voilà ce qui est peut-être le plus important à entendre maintenant. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas votre nature profonde et immuable. Ce n'est pas qui vous êtes. C'est un pattern que vous avez appris, souvent très tôt, souvent pour de très bonnes raisons, et que vous pouvez, avec du temps et de la pratique, transformer. Mais, et il insiste là-dessus, il ne parle pas de supprimer vos émotions. Il ne parle pas de devenir indifférent, froid, détaché au sens négatif du terme. Il parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus riche que cela. Et il y a un mot pour ce dont il parle. Un mot précis, un mot qu'il aime beaucoup, parce qu'il capture quelque chose que les autres mots ne capturent pas. Il vous le donnera bientôt. Mais pour l'instant, laissez-le vous amener vers les outils. Fijade bien, il y a une première observation clinique qu'il tient à partager avec vous, parce qu'elle est fondamentale et parce qu'elle change la façon dont on aborde tout le reste. La souffrance émotionnelle, dans la majorité des cas qu'il a rencontrés, ne vient pas de l'émotion elle-même. Elle vient de la relation que l'on entretient avec l'émotion. Imaginez une vague. La vague est l'émotion, la colère, la tristesse, l'anxiété, la jalousie. La vague est là.
Elle arrive, vous ne pouvez pas l'empêcher d'arriver. Et pourtant, il y a deux façons d'y répondre. La première façon, c'est de vous jeter contre elle, de vous battre contre elle, de tenter de la nier, de la contrôler, de la faire taire à tout prix. Et quand vous faites cela, la vague vous emporte, parce que vous avez dépensé toute votre énergie à lutter contre quelque chose qui, par nature, ne peut pas être arrêté. La deuxième façon, c'est d'apprendre à vous tenir dans la vague. Pas au-dessus d'elle, pas en dessous d'elle, dedans, avec elle. En la laissant passer à travers vous, plutôt que de vous y noyer, et cette deuxième façon, elle s'apprend. Elle ne vient pas naturellement pour la plupart d'entre nous. Mais elle s'apprend, me sigue, et voici comment. La première pratique qu'il recommande, et qu'il pratique lui-même depuis des années, c'est ce qu'on pourrait appeler l'observation sans jugement. Quand une émotion forte arrive, au lieu de la suivre immédiatement, au lieu d'agir selon elle ou de tenter de la supprimer, on fait quelque chose de très simple et de très difficile à la fois. On s'arrête, on respire, et on nomme ce qui se passe. Pas « je suis furieux », mais je remarque qu'il y a de la colère présente en moi. Pas « j'ai peur que tout s'effondre », mais je remarque qu'une peur de perte est là, maintenant dans ma poitrine, comme une main qui serre. Cette différence peut sembler minuscule. Elle est en réalité immense. Parce que lorsque vous dites « je suis furieux », vous vous identifiez complètement à l'émotion. Vous n'êtes plus le sujet qui observe. Vous êtes l'émotion. Et une émotion qui se croit elle-même va toujours au bout de sa logique, qu'elle soit destructrice ou non. Mais quand vous dites « je remarque de la colère », quelque chose de subtil se produit. Un espace apparaît. Un tout petit espace entre vous et l'émotion. Et dans cet espace, il y a de la liberté. Pas beaucoup, au début. Juste un souffle. Mais c'est suffisant pour ne pas être emporté. Et avec la pratique, cet espace s'agrandit. Bueno, la deuxième pratique, et celle-ci est peut-être la plus contre-intuitive, c'est ce qu'il appelle la permission accordée à l'incertitude. Parce que beaucoup de l'attachement anxieux est alimenté par une intolérance à l'incertitude. On a besoin de savoir, on a besoin de certitude sur les sentiments de l'autre, sur l'avenir de la relation, sur le fait d'être aimé, sur le fait d'être suffisant. Et cette recherche de certitude est épuisante parce que la certitude absolue n'existe pas. Il y a dans notre culture, et il l'observe avec une certaine ironie douce, une tendance à croire que si l'on contrôle assez d'informations, si l'on anticipe assez de scénarios, si l'on est assez vigilant, on pourra se mettre à l'abri de la douleur. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. L'incertitude est la texture même de l'existence. Et la résistance à l'incertitude ne la réduit pas, elle l'amplifie. La pratique consiste donc à apprendre progressivement à s'asseoir avec l'incertitude, littéralement. Quand la pensée arrive, est-ce qu'il m'aime vraiment ? Est-ce qu'elle sera encore là demain ? Est-ce que j'ai fait la bonne chose ? Au lieu de se lancer dans une recherche frénétique de réponses, on peut simplement dire, intérieurement, je ne sais pas, et ça va, je peux ne pas savoir. Cela demande de l'entraînement. Cela demande de revenir à cette phrase encore et encore. Mais à chaque fois que l'on y revient, on renforce une nouvelle capacité, la capacité à être en paix dans l'incomplétude. Et cette capacité est une des formes les plus profondes de liberté intérieure. Tien Sentido, Mira, et il y a une troisième pratique, une pratique qui est au cœur de tout ce qu'il enseigne depuis des années et qui est liée à ce mot qu'il vous a promis. Il arrive bientôt. Mais d'abord, il faut parler de quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent dans les livres de développement personnel ou dans les émissions de bien-être, la compassion envers soi-même. Parce que l'une des choses les plus douloureuses qu'il a observées chez les personnes qui souffrent d'attachement anxieux ou de dépendance émotionnelle, c'est la brutalité avec laquelle elles se traitent elles-mêmes. Comme si souffrir d'attachement était une preuve de faiblesse. Comme si avoir besoin des autres était quelque chose dont il faudrait avoir honte. Comme si la difficulté à lâcher prise était un échec moral. Il y a là quelque chose de presque cruel. Parce que ces personnes sont souvent parmi les plus sensibles, les plus attentionnées, les plus généreuses qu'il ait rencontrées. Leur problème n'est pas un manque de cœur. C'est au contraire un cœur qui a appris à se donner entièrement, sans jamais apprendre à se protéger. Et la première étape vers la guérison, la vraie guérison,
Pas celle qui consiste à se durcir ou à se fermer, mais celle qui consiste à s'ouvrir différemment. Cette première étape est toujours la même. Arrêter de se juger. Pour sa propre douleur. Puis, il a une image qu'il utilise parfois en consultation. Imaginez un ami proche qui viendrait vous voir en vous disant « Je souffre, je n'arrive pas à lâcher cette relation. Je sais que ce n'est pas bon pour moi, mais je n'y arrive pas. » Est-ce que vous lui répondriez « Mais qu'est-ce que tu es faible, tu es pathétique. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Non, bien sûr que non. Vous lui répondriez avec douceur, avec présence, avec cette chaleur humaine qui est instinctive quand c'est quelqu'un d'autre qui souffre. Alors pourquoi est-ce si difficile de se répondre à soi-même avec cette même douceur ? Pourquoi le discours intérieur est-il si souvent celui d'un juge sévère plutôt que celui d'un ami bienveillant ? C'est une des grandes questions de la psychologie contemporaine et la réponse, souvent, est dans l'histoire personnelle, dans ce que l'on a appris très tôt sur la façon dont on mérite d'être traité. L'OVS et la pratique de l'autocompassion, ce n'est pas de se raconter que tout va bien quand tout ne va pas bien. Ce n'est pas de nier la douleur. C'est de se dire « je souffre et c'est réel, et je mérite la même gentillesse que j'offrirais à quelqu'un que j'aime. » Cela peut sembler simple, cela ne l'est pas. Parce que pour beaucoup de personnes, s'offrir de la gentillesse est quelque chose qu'elles n'ont jamais vraiment appris à faire. Cela leur semble même un peu absurde ou un peu prétentieux, comme si s'occuper de soi était une forme d'égoïsme, alors que c'est exactement le contraire, parce qu'on ne peut pas donner de façon saine et durable ce qu'on ne sait pas d'abord donner à soi-même. Figeac bien, il y a une quatrième pratique qu'il tient à vous partager, et celle-ci est plus concrète, plus ancrée dans le quotidien. Il l'appelle la pratique du retour à soi, et elle commence par une question très simple que l'on peut se poser plusieurs fois par jour, dans les moments ordinaires, dans les moments de tension, dans les moments de doute. La question est « Qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment ? Dans mon corps, pas ce que l'on pense, pas ce que l'on imagine que l'autre ressent. Ce que l'on ressent, soit maintenant dans le corps. Parce que le corps ne ment pas, le corps sait avant que le mental comprenne. Quand on est en train de se perdre dans une relation, le corps le signale. Il y a cette tension dans les épaules qui ne part jamais vraiment. Cette impression de retenir sa respiration légèrement, comme si l'on attendait quelque chose qui ne vient pas. Cette sensation dans la gorge, juste là, au niveau du larynx, quand on n'a pas dit ce que l'on aurait voulu dire. Cette lourdeur dans les jambes le matin quand on se lève sans avoir vraiment eu envie de se lever. Ces signaux sont précieux. Ils ne sont pas des inconvénients à ignorer. Ils sont des messages. Et apprendre à les lire, à leur faire confiance, à agir en fonction d'eux plutôt qu'en fonction des attentes des autres, c'est l'une des façons les plus directes de retrouver son propre centre. Meusig. Et cette pratique du retour à soi, elle peut prendre 30 secondes. Elle peut se faire dans les transports en commun, dans la file d'attente d'un supermarché, dans les 2 minutes avant une réunion. On ferme les yeux, on pose une main sur la poitrine, on se demande qu'est-ce qui est là maintenant. Et on attend la réponse du corps avec curiosité, sans jugement, comme on attendrait qu'un ami commence à parler. Bruno, et maintenant il faut parler de quelque chose d'important, quelque chose qui est souvent au cœur des difficultés de détachement. Il faut parler de la confusion entre prendre soin et contrôler. Parce que beaucoup de personnes qui souffrent d'attachement anxieux confondent sincèrement ces deux choses. Elles croient qu'elles prennent soin quand en réalité elles contrôlent. Pas par malveillance, par peur. Parce que si l'on peut contrôler les comportements de l'autre, si l'on peut anticiper ses besoins, si l'on peut s'assurer qu'il ne manque de rien, alors peut-être qu'il ne partira pas. Peut-être qu'on sera en sécurité. Et pourtant, et voilà un autre de ces paradoxes qui structurent toute sa pensée sur ce sujet. Plus on tente de contrôler ce que l'autre ressent, ce que l'autre fait, ce que l'autre pense, plus on s'éloigne d'une relation réelle avec cette personne. Parce qu'une relation réelle se construit dans la liberté, dans l'espace, dans la possibilité que l'autre soit différent de soi, pense différemment, ressent différemment, et que cela soit non seulement acceptable, mais enrichissant. Mira, il pense souvent à une image qu'il a lue quelque part et qui l'a marqué. Tenir la main de quelqu'un ne devrait pas ressembler à tenir une cage, et pourtant c'est parfois ce que l'on fait sans le savoir. On sert. On sert par amour,
par peur, par besoin. Et l'autre, à l'intérieur de cette étreinte, commence à étouffer sans comprendre pourquoi. La vraie générosité dans une relation, c'est d'accorder à l'autre la liberté d'être qui il est, même si cela signifie qu'il pourrait choisir d'être ailleurs, même si cela signifie qu'on ne peut pas contrôler l'issue. C'est d'une difficulté immense, et c'est en même temps la seule façon de créer quelque chose de réel et de durable. Tien Santido, et lui voit souvent dans les consultations que le moment où les gens commencent à vraiment lâcher le contrôle, le moment où ils commencent à offrir à l'autre cet espace de liberté, c'est souvent le moment où la relation soit s'approfondit de façon remarquable, soit se révèle pour ce qu'elle était réellement. Et dans les deux cas, c'est plus honnête. Dans les deux cas, c'est plus sain. Puis, voici maintenant quelque chose qu'il tient à aborder avec vous, parce qu'il entend cette question souvent sous différentes formes. La question est, mais si je me détache, est-ce que je n'aime plus? Est-ce que je deviens froid? Est-ce que je cesse de me soucier? Et la réponse est non, absolument non. Et c'est là qu'arrive enfin ce mot qu'il vous a promis. Ce mot qu'il a laissé en suspens, ce mot pour lequel tout ce qui précède était une préparation. Ce mot, c'est l'équanimité. L'équanimité, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas la froideur, ce n'est pas l'absence d'émotion. L'équanimité, c'est la capacité à être pleinement présent à ce qui se passe, à ressentir pleinement ce que l'on ressent, tout en n'étant pas emporté par cela. C'est la stabilité du fond de l'océan pendant que la surface est agitée. C'est la capacité à aimer sans perdre soi, c'est la capacité à être touché sans être détruit. L'Oves, l'équanimité n'est pas une distance, c'est une profondeur. Et c'est précisément ce que toutes les pratiques dont il vous a parlé visent à cultiver. L'observation sans jugement cultive l'équanimité. La permission accordée à l'incertitude cultive l'équanimité. L'autocompassion cultive l'équanimité. Le retour au corps cultive l'équanimité. Fijate bien, et voici quelque chose d'important sur l'équanimité qu'on ne dit pas assez. Ce n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes. Ce n'est pas une destination. C'est une pratique quotidienne. Certains jours, elle est plus accessible que d'autres. Certains matins, on se réveille et on se sent ancré, solide, présent à soi-même et aux autres avec une légèreté qui surprend. D'autres jours, la vague arrive et elle est haute, et on est de nouveau emporté, et on souffre et on réagit d'une façon qu'on aurait voulu éviter. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec. C'est humain. C'est ce que signifie être un être sensible dans un monde incertain. Et la pratique de l'équanimité inclut aussi la capacité à se remettre de ces moments-là sans trop de violence envers soi-même. À dire « j'ai été emporté, je reviens, je recommence ». Bueno, il veut maintenant vous parler d'une pratique méditative concrète que vous pouvez commencer dès ce soir, si vous le souhaitez. Il l'appelle la méditation du fleuve. Elle dure environ 10 minutes. Elle est simple. Vous vous installez confortablement, assis ou allongé. Vous fermez les yeux. Vous imaginez un fleuve qui coule. Ce fleuve, c'est votre vie intérieure. Les pensées, les émotions, les sensations sont les objets qui flottent à la surface. Parfois, c'est une feuille légère. Parfois, c'est un tronc d'arbre. Parfois, c'est quelque chose que vous reconnaissez, une inquiétude, un souvenir, une image du visage de quelqu'un que vous aimez. Et vous, dans cette méditation, vous n'êtes pas dans le fleuve, vous êtes sur la rive. Vous regardez passer, vous observez, vous ne plongez pas pour attraper chaque objet, vous ne tentez pas d'arrêter le courant, vous laissez passer. Et quand vous vous surprenez à avoir sauté dans le fleuve, ce qui arrivera, parce que l'esprit fait cela, vous remarquez que vous y êtes, vous revenez sur la rive, et vous recommencez à observer. Cette image de la rive et du fleuve, elle fait quelque chose dans le système nerveux avec le temps. Elle installe cette capacité de l'observateur, cette partie de soi qui peut voir les émotions sans en être gouvernée, cette partie qui existait toujours, mais que l'on n'avait peut-être jamais cultivée consciemment. Meusig, et avec la pratique régulière, ne serait-ce que 10 minutes par jour, cette partie de l'observateur s'agrandit. Elle devient plus disponible, elle commence à être accessible, pas seulement dans la méditation formelle, mais dans le quotidien, dans les moments de tension,
dans les moments où l'émotion veut prendre toute la place. Mira, il y a une 5e pratique, et celle-ci concerne directement la façon dont on gère les interactions avec les personnes qui déclenchent en nous les plus grandes réactivités émotionnelles. Parce que souvent, ce n'est pas n'importe qui déclenche cela, ce sont les personnes que l'on aime le plus, ou les personnes avec qui l'on a les liens les plus anciens et les plus complexes. Cette pratique, il l'appelle la pause consciente, et elle est exactement ce que son nom suggère. Avant de répondre à un message qui vous a mis hors de vous, avant de continuer une dispute qui tourne en rond, avant de prendre une décision importante sous l'emprise d'une émotion forte. On fait une pause, consciente, délibérée. On peut se lever, on peut aller dans une autre pièce, on peut boire un verre d'eau. On peut faire 3 respirations lentes en sentant l'air entrer par les narines, descendre jusqu'au bas des poumons, soulever légèrement l'abdomen, puis ressortir. Et dans cet espace de pause, on se pose une seule question. Est-ce que ce que je m'apprête à faire ou à dire va dans le sens de qui je veux être? Pas. Est-ce que je me sens justifié? Pas. Est-ce que l'autre mérite ma réaction? Est-ce que ce que je m'apprête à faire va dans le sens de qui je veux être? Tien Sentido, cette question a un effet remarquable sur le système nerveux. Elle déplace le centre de gravité de l'extérieur, de la réaction à l'autre, vers l'intérieur, vers sa propre intégrité. Et ce déplacement, même s'il ne dure que quelques secondes, suffit parfois à changer complètement la trajectoire d'une interaction. Et maintenant, parce qu'il croit que la connaissance sans application reste stérile, il veut vous donner quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Prenez un moment, peut-être le soir avant de dormir, et posez-vous cette question. Y a-t-il une relation dans ma vie, une relation avec une personne, une situation, une idée de moi-même dans laquelle je tiens trop fort, dans laquelle mon attachement me coûte plus d'énergie qu'il ne m'en donne, dans laquelle ma peur de perdre ou de décevoir gouverne mes comportements d'une façon qui n'est pas vraiment libre? Et si la réponse est oui, ne faites rien d'autre que de le noter. Pas de décision à prendre, pas d'action immédiate. Juste le reconnaître, juste le voir. Parce que voir quelque chose clairement, vraiment clairement, sans se raconter d'histoire, sans se juger, c'est déjà le début du changement. Fijade bien, il y a quelque chose que les bouddhistes savent depuis longtemps et que la neurologie contemporaine confirme, la conscience transforme. Le simple fait d'observer un pattern avec une clarté suffisante modifie ce pattern. Pas complètement, pas instantanément, mais réellement. Parce que l'observation crée de la distance, et la distance crée de la liberté. Loves, et il veut maintenant vous parler d'une dernière chose. Quelque chose qui est peut-être la plus difficile à entendre, mais aussi la plus libératrice quand on parvient à l'intégrer vraiment. Se détacher émotionnellement de quelqu'un, ce n'est pas abandonner cette personne. Ce n'est pas ne plus l'aimer. Ce n'est pas décider qu'elle ne compte pas. Se détacher émotionnellement, au sens où lui l'entend, au sens de l'équanimité et du lâcher-prise sain, c'est cesser de faire de cette personne la condition de votre propre paix intérieure. C'est reconnaître avec douceur et avec une certaine humilité face à la réalité que vous ne pouvez pas contrôler ce que l'autre ressent, choisit, décide ou devient. Que sa joie ou sa souffrance ne sont pas votre responsabilité absolue. Que vous pouvez être présent, aimant, attentionné, généreux et en même temps libre. Libre de ne pas porter ce qui n'est pas le vôtre à porter. Bueno est cette liberté-là. Cette liberté de ne pas être responsable de tout, de ne pas avoir à tout réparer, de ne pas devoir maintenir en vie quelque chose à bout de bras en permanence. Cette liberté-là, il l'a vue. Changer des vies, pas de façon spectaculaire, de façon profonde, progressive, durable. Comme une lumière qui revient doucement dans une pièce qu'on avait oubliée depuis longtemps. Mira, il pense à cet homme qu'il a vu il y a quelques années, 48 ans. Ingénieur. Marié depuis 20 ans à une femme qu'il aimait profondément, mais avec laquelle chaque échange devenait une épreuve de survie émotionnelle. Il vivait dans une tension permanente, attendant la prochaine dispute, anticipant la prochaine désapprobation, gérant sa propre vie autour des humeurs de sa femme, comme un navigateur qui ne regarderait que les tempêtes. Et jamais les étoiles.
Il ne dormait plus vraiment. Il avait perdu le goût pour les choses qui lui avaient autrefois procuré de la joie. Il était présent en apparence et absent en réalité. Ce qui a changé pour lui, ce n'est pas sa femme, c'est sa relation avec lui-même. C'est le moment où il a commencé à comprendre que sa paix intérieure ne pouvait pas dépendre de l'humeur de quelqu'un d'autre. Que aimer quelqu'un ne signifiait pas se dissoudre en lui. Que l'on pouvait être dans une relation difficile et rester debout, rester soi, rester ancré dans ses propres valeurs et dans sa propre présence. Ce n'était pas la fin de ses difficultés, mais c'était le début de quelque chose d'autre, d'une façon d'habiter sa propre vie plutôt que de simplement la subir. Meusig, et ce que cet homme a appris, vous pouvez l'apprendre aussi. Pas de la même façon, pas dans le même temps, pas avec les mêmes difficultés, mais la direction est la même pour tous ceux qui décident de prendre ce chemin, vers l'intérieur, vers soi, vers cette présence à soi-même qui est la seule vraie demeure que l'on possède. Puis, il veut aussi vous parler de quelque chose qui est souvent négligé dans les conversations sur le détachement émotionnel, il veut vous parler du deuil. Parce que se détacher, même sanement, même progressivement, même librement, cela implique une forme de deuil, le deuil d'un idéal. Le deuil de ce que l'on aurait voulu que la relation soit. Le deuil de la version de soi qui croyait que si l'on donnait assez, si l'on était assez patient, si l'on s'effaçait assez, tout finirait par s'arranger. Et ce deuil-là, il ne faut pas l'éviter, il faut le traverser, pas dans la douleur inutile, pas dans la culpabilité, mais dans la reconnaissance de ce qui a été, de ce qui était réel, de ce qui comptait. Parce que le deuil, quand il est traversé consciemment, quand on lui donne l'espace et la dignité qu'il mérite, le deuil libère. Il nettoie, il permet à quelque chose de nouveau de trouver sa place. Et c'est souvent dans cet espace de deuil conscient que les gens retrouvent quelque chose qu'ils avaient perdu depuis longtemps. Non pas une légèreté superficielle, non pas un enthousiasme de façade, mais une vraie sérénité. Une sérénité qui n'a pas besoin de certitude pour exister. Une sérénité qui peut cohabiter avec la tristesse, avec le doute, avec l'incertitude, sans en être détruite. Figeac bien, l'équanimité, ce mot qu'il vous a enfin donné, n'est pas l'absence de tempête. C'est la capacité à rester debout pendant la tempête. C'est la différence entre une barque et un phare. La barque est ballottée par les vagues. Le phare, lui, reste immobile, et c'est précisément parce qu'il reste immobile qu'il peut guider. Tien Sentido, et lui croit profondément, après des années de clinique, après des années de pratique personnelle, de la méditation, après des années de lecture et de réflexion, que cette capacité, cette équanimité, ce lâcher-prise, profond et sain, n'est pas réservée à quelques privilégiés spirituels. Elle est accessible à tous. Elle est en vous déjà. Pas pleinement développée peut-être, pas toujours accessible certainement, mais présente comme une graine qui attend les bonnes conditions pour pousser. Et les bonnes conditions, ce sont précisément ce dont il vous a parlé aujourd'hui. La conscience sans jugement, la permission accordée à l'incertitude, l'autocompassion, le retour au corps, la pause consciente, la méditation du fleuve. Ce sont des pratiques simples, pas faciles, simples. Et leur puissance vient de leur répétition, de leur enracinement progressif dans le quotidien, de leur capacité à reconfigurer doucement, patiemment, mais réellement, la façon dont votre système nerveux répond au monde. Loves, Bueno, il vous laisse avec une dernière pensée. Une pensée qu'il tient de la tradition contemplative et qui lui semble plus vraie chaque année qui passe. La souffrance que l'on évite de regarder ne disparaît pas, elle attend. Elle attend dans le corps, dans cette tension entre les omoplates qui ne vous quitte jamais vraiment, dans cette anxiété diffuse qui colore le matin, avant même que vous ayez posé un pied par terre. Elle attend dans les patterns relationnels que vous répétez sans comprendre pourquoi. Elle attend dans la fatigue qui ne guérit pas avec le repos. Mais la souffrance que l'on accepte de regarder, vraiment regarder, avec cette qualité d'attention douce et sans jugement dont il vous a parlé, cette souffrance-là commence à se transformer. Pas à disparaître immédiatement, mais à se transformer,
à perdre son pouvoir de vous gouverner, à devenir quelque chose que vous portez avec dignité, plutôt que quelque chose qui vous porte à la dérive. Et c'est cela, finalement, le vrai sens du détachement émotionnel. Non pas se débarrasser de ses émotions, non pas s'anesthésier face à la vie, mais apprendre à les tenir différemment, avec la fermeté douce de quelqu'un qui sait que les émotions ne sont pas des vérités absolues, mais des visiteurs. Des visiteurs parfois intenses, parfois douloureux, parfois magnifiques, mais des visiteurs qui arrivent, qui passent et qui repartent si on leur laisse la place de le faire. Mira, vous avez commencé ce chemin aujourd'hui, peut-être sans le savoir, peut-être simplement en étant là, en écoutant, en laissant ces mots trouver les endroits en vous qui en avaient besoin. Et c'est déjà quelque chose. C'est même quelque chose de considérable, parce que dans ce monde qui valorise l'action, la vitesse, la réponse immédiate, le fait de s'arrêter et d'écouter, le fait de se demander comment aller mieux, le fait de chercher quelque chose de plus réel et de plus profond que la réactivité de surface, c'est un acte de courage, un acte de soin envers soi-même, un acte qui mérite d'être reconnu. Meusig, et si ces mots ont fait écho en vous, si quelque chose dans ce que vous avez entendu aujourd'hui a allumé une petite lumière dans cet endroit parfois obscur qu'est l'intérieur de soi, alors il vous invite à continuer, à revenir, à explorer davantage, à partager ce que vous avez ressenti dans les commentaires, parce que vos témoignages, vos réflexions, vos questions, ils ont de la valeur. Ils créent une conversation qui dépasse le cadre d'un écran et qui touche à quelque chose d'essentiel. L'équanimité se cultive dans la solitude de la pratique, oui, mais elle se nourrit aussi de la communauté, de savoir que d'autres cherchent, que d'autres travaillent, que d'autres apprennent à tenir différemment le fil de leur propre vie. Et il vous dit cela avec la sérénité de quelqu'un qui a vu assez de transformations pour croire, sans naïveté mais avec conviction, que changer est possible, que lâcher prise est possible, que vivre avec moins de cette douleur inutile que l'on inflige à soi-même, c'est possible. Pas parfaitement, pas définitivement, mais réellement. Et cela, c'est suffisant.